Imaginez la scène. Vous marchez dans Montréal et vous passez devant une vieille banque, massive, un de ces édifices qui inspirent le respect, ou alors une immense usine en briques rouges, silencieuse maintenant. On devine presque encore l'écho des machines, hein? Ouais, exactement. Et aujourd'hui, si on pousse la porte de ces lieux, on ne trouve plus de coffres-forts ou de chaînes de montage. On trouve des galeries d'art, des ateliers, des salles de spectacle. C'est une transformation fascinante. Ah oui, on passe vraiment, comme le dit le titre de notre analyse, du capital à la culture. C'est une métamorphose complète. On ne parle pas juste de rénover un bâtiment, on réécrit sa raison d'être. Des symboles du pouvoir économique ou industriel qui deviennent des poumons culturels, ouverts à tous. Tout à fait. Et c'est ce phénomène qu'on va décortiquer aujourd'hui. Comment Montréal s'y prend pour réaffecter ces géants de pierre et d'acier. L'impact sur les quartiers, sur les gens. Et pour guider notre discussion, on s'appuie sur une excellente analyse de fond publiée par wikiresidence.ca et infodrone.ca. Eux, ils partent de l'exposition I Am Here à la Fondation Molinari. Qui est elle-même une ancienne banque. Le cas d'étude parfait pour commencer. C'est ça. Notre mission donc, comprendre comment ces transformations ancrent la culture dans la ville, la rendent plus accessible. Et on va aussi parler d'argent public, parce que sans ça, ces projets de plusieurs dizaines de millions de dollars, ils n'existeraient tout simplement pas. Alors, commençons par le début, la Fondation Guido Molinari. Oui, allons-y. C'est un point de départ idéal. Donc la fondation est installée dans une ancienne succursale de la Banque d'épargne et de la Cité du district de Montréal. On est en plein cœur d'Hochelaga. Un bâtiment conçu pour impressionner, pour symboliser la richesse, la sécurité. Exactement. Et aujourd'hui, il protège un tout autre type de trésor, l'héritage d'un des plus grands peintres du Québec. Et ça marche. Ah oui, les sources le disent, ça attire des milliers de visiteurs chaque année. Ce qui est fou, c'est que l'architecture d'origine, au lieu d'être un obstacle, devient un atout. Complètement. Les hauts plafonds, la construction solide, la lumière. C'est comme si ces lieux avaient une sorte d'aura idéale pour l'art. La structure qui servait le capital sert maintenant la culture. C'est une belle ironie. C'est un symbolisme très fort. Et si la banque représente le capital du XXe siècle, l'usine, elle, représente sa force de travail. Et là, on a un autre exemple majeur. L'édifice Grover Mills, j'imagine. La Grover. Bien sûr. À la Grover. C'est une véritable institution dans l'Est de Montréal. Pour situer, ça a été bâti en 1923 par Hyman Grover pour son entreprise de textile, Knit to Fit. C'était une vraie ruche. On y produisait des chapeaux, des foulards, le cœur du Montréal industriel. Et aujourd'hui, cet immense complexe est devenu un des plus grands pôles d'ateliers d'artistes de la ville. L'article parle d'un incubateur de la création. Et son impact est très différent de celui d'un musée. Ah oui, c'est une excellente nuance. Un musée, ça a des pics de fréquentation pour des expos, des vernissages. La Grover, elle, génère une fréquentation de travail. Quotidienne. Il y a des centaines d'artistes, d'artisans qui sont là tous les jours. C'est ça. Donc l'impact sur le quartier est constant, permanent. Ça injecte de la vie, de l'argent dans l'économie créative locale de façon continue. On n'est pas dans l'événementiel, on est dans le tissu vivant de la ville. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. On peut penser à la fonderie Darling aussi. Exactement. Dans Griffington, une ancienne usine de machines agricoles, la Darling Brothers, qui est devenue un centre d'art contemporain de calibre international. On est passé des pièces de métal à la production d'idées. Il y a un autre modèle, un peu plus subtil peut-être. C'est celui du Musée de la Banque de Montréal, BMO. Oui, là c'est différent. La banque est encore là. C'est une préservation in situ. Le musée, qui est public et gratuit, est intégré directement dans le siège social historique, Place d'Armes. Ce qui est intéressant, c'est que la banque ouvre au public une partie d'un décor néoclassique absolument spectaculaire qui sinon serait privé. Avant la pandémie, c'était quoi? Environ 30 000 visiteurs par an. C'est une autre forme de démocratisation de l'espace. Et il y a une dernière catégorie de bâtiments qui cherchent une nouvelle vie, les églises. Ah, le grand dossier des églises au Québec. Il y en a tellement qui ne servent plus au culte. Ils sont souvent au cœur des quartiers, des villages. Précisément. Et c'est là que le Conseil du patrimoine religieux du Québec, le CPRQ, joue un rôle clé. Il aide à transformer ces lieux de culte en centres culturels, communautaires, en bibliothèques. C'est une façon de préserver le bâtiment tout en lui donnant une nouvelle mission, laïque cette fois. D'accord, tous ces exemples sont super inspirants, mais ça m'amène à une question très terre à terre. L'argent? L'argent. Qui paye pour tout ça? On parle de bâtiments immenses, souvent en mauvais état, protégés. La facture doit être astronomique. C'est la question à plusieurs millions de dollars, oui. Et la réponse est claire. Sans un soutien public massif, aucun de ces projets ne verrait le jour. La source donne un chiffre qui fait réfléchir.
Ah oui. Rénover un bâtiment patrimonial, le mettre aux normes, ça peut coûter de 30 à 50% plus cher qu'une construction neuve. Waouh. C'est un gouffre financier. Exactement. D'accord. Alors, comment ça fonctionne ce soutien public? Ce n'est pas juste un gros chèque, j'imagine. Non, pas du tout. C'est plus ingénieux que ça. Ce n'est pas un seul programme, c'est plutôt une sorte de boîte à outils financière. Un montage qui vient de plusieurs paliers de gouvernement. D'accord. Décortiquons cette boîte à outils. C'est quoi la première étape? La toute première étape, c'est de sauver la structure, l'enveloppe du bâtiment, la maçonnerie, la toiture. La coquille. C'est ça, la coquille. Pour ça, le programme principal, c'est le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. C'est géré par le ministère de la Culture. Les sources mentionnent des injections récentes du gouvernement du Québec. On parle de près de 52 millions de dollars sur un cycle. Et ça peut couvrir combien pour un projet? Pour un organisme culturel, ça peut aller jusqu'à 60% des coûts de cette restauration extérieure. Et c'est souvent ça qui coûte le plus cher. Ça me semble logique qu'on protège l'extérieur avant de s'occuper de l'intérieur. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec de magnifiques coquilles vides si les fonds pour l'aménagement ne suivent pas? C'est une excellente question. Et c'est là qu'arrive la deuxième couche de la fusée. Une fois l'enveloppe sécurisée, il faut transformer l'intérieur. Une voûte de banque ne devient pas une salle d'archives par magie. Ben non. Et pour ça, il y a d'autres programmes. Les programmes d'infrastructures culturelles, que ce soit au provincial comme le PADIC ou au fédéral. Leur but, c'est de financer cet aménagement. Transformer un plancher d'usine en studio, construire une salle de spectacle dans une église, Et j'imagine que la clé, c'est de pouvoir combiner tout ça. c'est la clé de voûte du système. Un OSBL, un organisme à but non lucratif, peut aller chercher du financement pour son enveloppe, puis pour son aménagement, en empilant les subventions. En cumulant les fonds, il peut arriver à couvrir jusqu'à 80% des dépenses. Ça change complètement la donne. Ça rend un projet qui semblait fou au départ tout à fait réalisable. Mais attendez, obtenir des fonds de 3 paliers de gouvernement, ça doit être un cauchemar administratif, non? Les sources ne le détaillent pas, mais oui, c'est un point crucial. C'est un processus qui est long, qui est exigeant. Les OSBL qui réussissent sont souvent ceux qui développent une expertise très pointue là-dedans. Ça demande des années de travail. C'est un marathon. Un vrai marathon. Pour les lieux de culte, c'est un peu plus simple grâce au CPRQ qui a un programme spécifique, le volet 2, requalification. Lui, il peut offrir de 50 à 70% des coûts avec un plafond qui peut atteindre 5 millions de dollars par projet. C'est énorme. Et la vie de Montréal dans tout ça, elle a son propre rôle à jouer. Absolument, c'est le palier de proximité. La ville a ses propres programmes. L'article donne l'exemple d'un ancien cinéma ou théâtre qui appartient à un OSBL. Là, la ville peut offrir jusqu'à 60% de subventions, plafonnées à 1 million. C'est une façon de reconnaître ce que la source appelle la valeur culturelle supérieure de ces lieux. Exactement. Bon, on a le quoi, les lieux, le comment, l'argent, mais la question la plus importante, c'est le pourquoi. Au-delà des millions et des briques, quel est l'impact réel pour les gens? L'impact principal, et c'est le cœur de l'analyse, il est social. Le simple fait de transformer un symbole du capital, un lieu intimidant, en un espace ouvert à tous, c'est une forme de démocratisation de l'espace urbain. On ouvre des portes qui étaient fermées depuis un siècle. Et concrètement, dans un quartier, ça donne quoi? Ça a deux effets majeurs. Le premier, c'est l'ancrage de quartier. Si on reprend l'exemple de la Fondation Molinaria Hochelaga. Oui, La présence d'un lieu culturel de cette qualité, ça ancre l'identité du quartier. Ça devient un pôle d'attraction, un lieu d'éducation pour les écoles, un point de repère, de fierté pour les résidents. mais ça amène la question qui tue, la gentrification. Rendre un quartier plus attirant, ça le rend souvent plus cher. Est-ce que ce genre de projet ne finit pas par chasser les gens qu'il est censé servir? C'est la nuance fondamentale. Et les sources sont très claires là-dessus. Un pôle culturel peut être un levier de gentrification douce, mais à une seule condition. Laquelle? Que le logement dans le secteur reste abordable. Si l'arrivée du centre d'art s'accompagne d'une flambée des loyers, le bénéfice social pour les résidents d'origine est annulé. Le projet culturel peut même, malgré lui, accélérer leur départ. C'est le grand paradoxe. C'est un équilibre incroyablement difficile à atteindre. Et le deuxième impact majeur, alors, Le deuxième, c'est tout simplement la préservation du patrimoine. Au fond, la meilleure façon de sauver un vieux bâtiment, c'est de lui trouver un nouvel emploi. Un édifice qui n'a plus d'usage, il se dégrade et il finit par être démoli. la conclusion de la source est claire là-dessus. Oui, la réaffectation est la meilleure garantie de survie pour ces géants. C'est fou de penser qu'il y a 50 ans, on aurait peut-être démoli ces vieilles usines sans se poser de questions.
Carrément. Aujourd'hui, la rareté de ces grands espaces historiques est même devenue un argument de vente, culturel et commercial. On a transformé un problème, quoi faire de ces immenses structures, en un atout qui définit le caractère de Montréal. Donc, si on résume, on a vu comment Montréal transforme son patrimoine en centre culturel vivant. Ce processus, qui repose sur des montages financiers publics complexes, crée un ancrage social fort, améliore l'attractivité des quartiers et rend la culture plus accessible. C'est tout à fait ça. Ces lieux sont la preuve que la richesse d'une métropole ne se mesure pas juste en dollars. Elle se mesure aussi par la force de sa création. C'est un capital immatériel qui façonne vraiment l'âme de la ville. Et pour terminer, une pensée pour la suite. La source soulève ce point crucial. Ces projets sont un levier formidable pour un quartier si le logement reste abordable. Le grand si.